Bonjour à tous, et puis bienvenue pour cette deuxième conférence du congrès virtuel de la NPS. Donc, avec un tout petit peu de retard, on va aujourd'hui écouter une présentation du professeur John DeVos, qui est PUPH en cytologie et en histologie au CHU de Montpellier, et qui est également responsable de l'équipe instabilité génomique des cellules souches pluripotentes humaines à l'Institut de médecine régénérative et biothérapie de Montpellier. Donc, son équipe est pionnière dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites. Et du coup, c'est un vrai plaisir de le recevoir aujourd'hui pour une présentation de ses travaux. Monsieur De Vos, c'est à vous. D'accord. Bonjour à tous. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite avec la présentation. J'aurai aussi une diapo juste enfin, une diapo pour montrer ma trajectoire de médecin et chercheur. Et puis après, je prendrai toutes les questions. Alors, je lance le partage et le plein écran. Donc, vous me dites si jamais il y a un problème particulier. Donc nous, on travaille sur, les IPS, les cellules, souches reprogrammées et on s'intéresse en particulier à modéliser les pathologies des bronches et le modèle qu'on a développé, on l'a appelé IALI et je vous expliquerai, pourquoi on l'a appelé IALI. Alors juste un mot de contexte, heu les pathologies bronchiques chroniques, en fait, c'est un lourd fardeau. Alors, vous avez une qui est très bien connue, c'est la BPCO, très bien connue parce que la bronchite, chronique, parce qu'elle touche beaucoup de personnes par an, plus de 3 millions de décès chaque année. Une prévalence de près de 174 millions de personnes dans le monde, hein. En fait, elle est due bien sûr, beaucoup au tabac, mais pas que. Et elle peut toucher dans les pays en voie de développement, particulièrement les femmes parce qu'elles cuisinent avec, du feu de bois et la fumée du feu de bois, peut avoir le même effet que délétère, sur les bronches, que la fumée de cigarette et entraîner des bronchites. Bronchite, ça peut être, ça peut paraître anodin, mais en réalité, les bronchites chroniques, peuvent facilement, devenir sévères et amener jusqu'à la mort. C'est d'ailleurs, bientôt la troisième ou quatrième, ça dépend un peu comment on compte, cause de mortalité au monde, hein. Donc vraiment une pathologie dont on parle assez peu. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle assez peu? C'est parce que c'est pas parce qu'elle est rare, au contraire, encore une fois, je viens de le dire, elle est très, fréquente. C'est pas parce qu'elle est bénigne, au contraire, elle peut tuer, beaucoup et beaucoup de gens sont invalides avec ça, hein. Par exemple, nécessité d'avoir une oxygénothérapie chronique à domicile. C'est lourd, hein, devoir vivre en permanence avec sa bouteille d'oxygène. Non, pourquoi on en parle assez peu? Peut-être parce qu'en fait, il y a aucun traitement. Il y a des traitements symptomatiques, si jamais on passe en réanimation, la réanimation, passer le cap d'une infection, par exemple, une surinfection bactérienne avec des antibiotiques, essayer des dilatateurs de bronches, mais ça a des effets très très ponctuels. Mais donc il y a aucune maladie qui change vraiment la trajectoire et et c'est une maladie, qui a une origine, donc due au tabac, mais qui touche surtout les bronchioles, pas tabac et puis, fumée, de combustion de toutes sortes de bois, des bouses aussi. Vous savez qu'on cuisine avec des bouses séchées, dans un certain nombre de pays, dont l'Inde, mais aussi en Afrique, et tous ces fumées-là sont très délétères. Ça touche, essentiellement les bronchioles, c'est-à-dire les bronches les plus distales. Et donc sans doute, ça a une origine épithéliale et donc l'idée du laboratoire, pour ce qui est de la BPCO, c'est d'essayer de mimer la bronche et notamment les bronchioles, in vitro pour venir, éventuellement, bon, mieux comprendre la physiopathologie, donc faire fumer ces bronches. Alors on n'y est pas encore, nous on est actuellement dans l'étape constituer ce modèle et ce que je vais vous montrer, c'est comment on a réussi à fabriquer un modèle que maintenant on commence à faire fumer. Et une fois qu'on aura ce modèle, qu'on les fait fumer et qu'on arrive à avoir des stigmates de la bronchite chronique in vitro, l'idée c'est d'aller voir des industriels du médicament pour tester leur chimiothèque, c'est-à-dire les collections de petites molécules qu'ils ont en stock, pour voir s'il n'y en a pas quelques-unes qui sont capables de réverser l'évolution, de la bronchite chronique et d'essayer de trouver in vitro, de nouveaux médicaments, de la bronchite chronique. Voilà un peu l'ambition, assez énorme, du laboratoire et puis comme si ça suffisait pas, on a une deuxième ambition, c'est aussi d'étudier une autre maladie chronique du poumon, plus rare cette fois-ci, la dyskinésie ciliaire. Rare parce que c'est une maladie génétique, récessive, ça veut dire qu'il faut que les 2 allèles soient mutés pour qu'elle s'exprime. Ça correspond à un dysfonctionnement ciliaire. Alors vous savez qu'au niveau des bronches, vous avez des cellules multiciliées,
et du mucus et que ce mucus est absolument fondamental, hein, parce qu'il va attraper, piéger toutes les poussières, toutes les bactéries et si jamais ce tapis mucociliaire, c'est-à-dire les cils qui poussent ce tapis de mucus, le mucus étant une sorte de colle, hein, qui va coller tous ces éléments pathogènes potentiels. Si jamais ce tapis qui normalement bouge, ça va bouger progressivement à éliminer le mucus avec les poussières, ne fonctionne plus, eh bien, il y a des infections respiratoires chroniques qui vont se mettre en place et ça amène progressivement à une destruction des bronches, éventuellement même, soit le décès du patient, soit la nécessité de greffer, si c'est possible, de greffer un nouveau poumon. Donc, des pathologies qui potentiellement sont très lourdes. C'est une pathologie génétique très hétérogène. Il y a déjà 35 plus de 35 gènes connus responsables de dyskinésie ciliaire, donc de cils qui ne fonctionnent plus et il y en a sans doute beaucoup plus encore parce qu'en fait un cil, c'est une structure, moléculaire complexe et donc on comprend bien que pour le construire, il faut beaucoup de protéines différentes et chacune de ces protéines a un rôle important et chacun de ces gènes qui codent pour une de ces protéines, eh ben, s'il est muté, peut entraîner une dyskinésie ciliaire. Donc ce qui explique cette grande hétérogénéité. Donc du coup, c'est une pathologie, relativement rare, mais quand même parmi les maladies génétiques, pas si rare que ça, 1 sur 10 000 environ. Et donc une seconde ambition du laboratoire, c'est d'essayer de mimer, toujours par ce modèle IALI, les dyskinésies ciliaires in vitro. Alors, pourquoi est-ce qu'on est parti sur ce modèle de IALI, sur lequel je vais revenir, ça va être le reste des diapos qui vont suivre? C'est parce que, les modèles actuels, c'est les modèles souris, d'où ce schéma d'une tête de souris. Mais c'est peu satisfaisant, ne serait-ce que parce que, la souris, c'est un tout petit animal et donc l'arborescence bronchique d'un tout petit animal n'a rien à voir avec l'arborescence bronchique du gros animal que nous sommes. L'arbre bronchique, humain a des conditions rhéologiques, de flux de ventilation, de contraintes mucociliaires complètement différentes du fait de sa taille différente que, un arbre, murin, un arbre bronchique murin. Et donc tout ce qu'on peut voir, étudier, conclure chez la souris n'est que le reflet imparfait de ce qui se passe chez l'homme. Donc les modèles murins sont intéressants. On fait bien sûr, hein, beaucoup de gènes ont été faits en KO chez la souris et certains montrent, par exemple, pour ce qui est des gènes, des cils, des dyskinésies ciliaires. Mais par exemple, quand on vient à étudier la bronchite chronique, on se trouve sur des différences quand même très importantes. Et puis, impossible sur la modèle de souris de venir faire des cribles, c'est-à-dire de tester des centaines, des milliers, voire des dizaines, de milliers de petites molécules, bien sûr. Il y a un autre modèle qui est peut-être plus satisfaisant, c'est en partant d'une petite biopsie de bronche, c'est l'image que vous avez en bas à droite, hein, on fait là c'est une image d'une endoscopie où on est en train de faire une biopsie de bronche. Si on le met en culture, on peut avoir un tapis bronchique, de cellules épithéliales bronchiques qui se développent et on peut faire, des modélisations, de dyskinésie ciliaire, on peut prendre la bronche de patients atteints de bronchite chronique. Mais les limites de ce tapis, d'épithélium bronchique qu'on aura in vitro, c'est que, on aura des quantités limitées, environ, 1 ou plusieurs dizaines de petites boîtes de pétri de 3 centimètres de diamètre, donc c'est quand même quelque chose qui reste limité. Et si jamais on veut continuer et poursuivre les recherches, eh bien, à chaque fois, il faut faire des biopsies nouvelles. Alors, évidemment, avec toutes les contraintes que ça, hein, quand on fait une biopsie, c'est pour un diagnostic. Si on veut faire des biopsies pour faire de la recherche, on peut en faire quelques-unes en plus, mais on peut certainement pas en faire beaucoup. Donc on est tout de suite très limité en quantité et on repart de nouvelles biopsies, c'est-à-dire de nouveaux individus fréquemment et donc, on ne peut pas faire des cribles. Donc de nouveau, on est limité. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Parfait. Parce que j'ai entendu des bruits de gens qui se connectaient ou se déconnectaient, j'avais peur que c'était moi. Heu, bon donc on est à la recherche d'un modèle de plus grande envergure et c'est là ce que les IALI vont nous permettre et puis, cerise sur le gâteau, le modèle qu'on est en train de développer à partir des IPS nous permettra éventuellement d'ouvrir sur la thérapie cellulaire. Alors, quel modèle on a développé? Donc on est parti des IPS, moi je travaille sur les IPS, quasiment, depuis que Shinya Yamanaka, les a découvertes, hein, en tout cas a découvert la technologie pour les produire. Donc il a publié ça en 2006, sur des cellules de souris et 2007, cellules humaines et nous on a fait les IPS, on a obtenu des lignées IPS, dès 2009. Donc ça remonte déjà à 11 ans dans notre laboratoire. Alors c'est quoi les IPS? Ce sont des cellules souches pluripotentes
Donc c'est des cellules qui sont capables de fabriquer n'importe quel type cellulaire. Mais comment on les obtient? Eh bien, on part de cellules adultes, soit des cellules de la peau, hein, des fibroblastes de la peau, ça c'était la méthode initiale décrite par Shinya Yamanaka, soit ces cellules sanguines. Actuellement, c'est ce qu'on utilise, c'est beaucoup plus facile. Une simple prise de sang, quelques millilitres de sang permettent d'obtenir des IPS. Et évidemment, ça suffit pas d'avoir du sang ou des fibroblastes de peau, il faut les reprogrammer. Et c'est ça qu'a décrit Shinya Yamanaka en 2006, et il a eu pour ça le prix Nobel, hein, en 2012 pour ce papier en 2006, comme montrant qu'on pouvait reprogrammer les cellules adultes spécialisées en cellules pluripotentes, c'est-à-dire l'équivalent des cellules souches embryonnaires, donc l'équivalent du blastocyste, vous savez, cet embryon de 6-7 jours. Eh bien, on peut comme ça remonter complètement le temps de la différenciation, simplement en surexprimant, heu, 4 gènes. C'est les 4 gènes qui sont représentés ici, OCT4, SOX2, c-Myc et KLF4. Et si vous surexprimez ces 4 gènes, souvent par des vecteurs d'expression viraux, pendant environ 15 jours, c'est cette flèche-là, pendant environ 15 jours, eh bien, vous allez complètement reprogrammer ces cellules adultes spécialisées en cellules pluripotentes, ici représentées en orange, qui sont pluripotentes, c'est-à-dire 2 propriétés: une importante prolifération, et ça, c'est important pour toutes les applications que je vous ai citées, hein, notamment le crible. Il faut de grandes quantités de cellules. Eh ben, ces cellules, ces IPS sont capables de proliférer considérablement. On peut faire un calcul simple, en partant d'une cellule, au bout de 6 mois, on peut obtenir environ, si on conservait toutes les cellules, hein, ce qui est difficile à imaginer, on aurait environ 1 tonne de cellules. Donc en 6 mois, donc pour vous montrer la capacité d'expansion colossale de ces cellules. Et puis la deuxième propriété, c'est de pouvoir se différencier en n'importe quel type cellulaire, donc cellules sanguines, donc on pourrait revenir si on voulait au point de départ, mais aussi des neurones ou, pour ce qui nous intéresse, des cellules bronchiques. Mais c'est pas du tout une liste exhaustive, hein, ça peut aussi donner des cellules hépatiques, des cellules cardiaques, des cellules de la peau, et cetera, et cetera. Donc les IPS sont très prometteuses parce qu'elles permettent d'envisager des applications, très diverses. La modélisation de toutes sortes de pathologies. Là, on va s'intéresser, aux bronches, mais on peut très bien imaginer de modéliser les pathologies neuronales ou bien, si on veut, sanguines ou bien encore hépatiques, et cetera. Ça permet d'imaginer de la thérapie, cellulaire basée sur les IPS pour n'importe quel organe. Hem Et c'est aussi une façon de rajeunir les cellules puisque ces IPS qu'on obtient ici, eh bien, ont complètement rajeuni. Par exemple, les télomères, si jamais on prend un échantillon d'une personne âgée, vous savez que les télomères, les extrémités des chromosomes sont raccourcis, eh bien, après reprogrammation, on rallonge les télomères. Donc c'est une façon aussi de rajeunir les cellules. Donc des applications absolument, colossales. On en est qu'au tout début de ces applications éventuelles. Et ce qui explique le prix Nobel qu'il a eu parce que c'est ce qu'a décrit Shinya Yamanaka, c'est à la fois une technique assez facile à mettre en œuvre, que de nombreuses équipes ont reproduite, hein. On n'est pas sur un protocole obscur, difficile à non, non, c'est quelque chose qu'on peut reproduire. On peut pas le faire dans sa cuisine, hein, il faut vraiment des bonnes conditions de laboratoire, mais c'est quelque chose de reproductible et avec des perspectives, absolument fabuleuses. Donc nous, dans le laboratoire, maintenant, notre protocole, c'est ça. On part, bon, d'un patient ou d'un donneur volontaire, on fait une prise de sang et on va pardon pour ça, un petit chat dans la gorge, ça va revenir, voilà. On va isoler des cellules mononucléées. Vous en avez une image ici et à partir de ces cellules mononucléées qui contiennent notamment des cellules CD34 positives, eh bien, on va, les mettre en présence de facteurs de croissance, interleukin 3, stem cell factor, SCF, érythropoïétine, et ces 3 facteurs de croissance vont, sur les progéniteurs érythroïdes qui circulent dans le sang, ils ne sont pas en grand nombre, hein, mais qui circulent dans le sang. Ils vont les mettre en cycle, donc ça va pousser la prolifération de ces progéniteurs érythroïdes, qui vont devenir des pro-érythroblastes et se mettre à proliférer in vitro. Et à ce moment-là, vous venez avec les 4 facteurs de Yamanaka, souvenez-vous, hein, OCT4, KLF4, SOX2 et c-Myc, représentés ici par ces virus de 4 couleurs. Et nous, on utilise actuellement des vecteurs qui sont des virus Sendai. Ce sont des virus ARN de souris non intégratifs, hein. Tout l'intérêt, c'est ils ne s'intègrent pas dans le génome. Donc ils permettent juste d'exprimer momentanément ces 4 gènes. 4 gènes qui sont éteints, hein, dans les cellules, que vous avez ici, et en allumant artificiellement
ces 4 gènes dans ces cellules, eh bien, ça reprogramme complètement leur transcriptome. Tout leur profil d'expression est changé en cellules pluripotentes et on obtient des IPS. Donc il suffit d'environ 15 jours, pour obtenir des IPS à partir d'une prise de sang. Ce protocole a été mis au point, alors basé quand même sur des résultats déjà d'autres équipes dans la littérature, par Angie Hamel, qui est interne en pneumologie. Donc elle a fait un break pendant son internat, pour faire 3 ans de thèse de sciences et c'est pendant ces 3 ans qu'elle a mis au point non seulement ce protocole de reprogrammation, mais également, la différenciation une partie de la différenciation que je vais vous décrire tout à l'heure. Alors on a obtenu pas mal de lignées, notamment une lignée d'une patiente atteinte d'une dyskinésie ciliaire, hein, une mutation d'un gène, le gène CCCDC40, qui fait partie de la machinerie pour faire fonctionner les cils des cellules multiciliées et cette patiente avait une double mutation sur les 2 allèles du gène CCDC40 et ces cils ne fonctionnaient plus. D'ailleurs, elle avait un frère qui était décédé de cette pathologie. Elle avait un phénotype un peu moins moindri, mais déjà avec une altération de la fonction respiratoire, alors qu'elle avait déjà une trentaine d'années. Ça, c'est des colonies PS en culture. Vous voyez que ça forme des colonies. Là, vous avez quelques milliers de cellules, contiguës. Ici, c'est la matrice sur laquelle poussent les, cellules. Le karyotype qui a été réalisé normal. Ces cellules expriment les marqueurs de la pluripotence, NANOG, SOX2, OCT4 par exemple, ainsi que le marqueur TRA160 et sont capables de former des tératomes, donc de se différencier en toutes sortes de cellules, notamment des cellules des 3 feuillets embryonnaires, endoderme, mésoderme, ectoderme. Et on a bien montré par, séquençage que les 2 allèles, qu'on savait mutés chez la patiente eh bien sont retrouvés mutés évidemment dans la ligne IPS qui est dérivée de la patiente, hein. On a bien le même génome que la patiente. Donc c'est Excusez-moi de vous interrompre. oui, je vous en prie, au contraire. Juste pour vous signaler qu'on ne voit pas votre curseur quand vous montrez des éléments. D'accord, Donc alors peut peut-être que vous pouvez l'activer sur PowerPoint? exactement, vous faites bien de me le dire parce que je me posais la question. Et comme ça, vous le voyez? Oui, parfait. Ah oui, bon, bah, très bien. Donc, bah, vous faites bien de me le dire. Hem, voilà, donc on a bien par séquençage ici, on retrouve les mutations, vous avez ici décrites les 2 mutations de la patiente. Alors on a aussi créé une autre lignée, en partant d'une lignée saine cette fois-ci, et en utilisant la technologie CRISPR-Cas9. Ça, c'est un travail de Geoffrey Mianet, vous le présenterai un peu plus tard. Hem, Sachant que le gène FOXJ1 est un gène, important dans la ciliogénèse et donc lorsque FOXJ1 commence à s'exprimer, eh bien, on sait qu'on est dans la voie de la différenciation vers la cellule multiciliée. Donc là, l'idée, ça a été de mettre la protéine fluorescente mCherry en aval, du gène FOXJ1, de façon à ce que lorsque FOXJ1 commence à s'exprimer, eh bien, mCherry s'exprime également. Alors, ici, la construction est un tout petit peu plus compliquée. Bon, d'une part, vous voyez qu'il y a pour ceux qui connaissent, une structure 2A qui permet de séparer le gène FOXJ1 de mCherry. Ça veut dire que d'abord, vous avez un transcrit complet qui est exprimé lorsque le promoteur est activé, donc une cellule qui va devenir multiciliée. Et ça, c'est un self-cleaving peptide et donc ça va se couper ici et vous aurez 2 protéines qui seront produites, FOXJ1 et mCherry. Et donc la cellule sera multiciliée et en même temps, mCherry positive, donc fluorescente. Et pour faciliter la construction et surtout détecter les clones qui avaient bien intégré par un combinaison homologue cette construction, dans la construction, il y a également un gène de résistance à un antibiotique, ce qui permet, en mettant de l'antibiotique dans la culture, de sélectionner les clones qui ont bien intégré l'ensemble de la construction. Et donc, vous verrez un peu plus tard, on a bien obtenu cette lignée et elle fonctionne puisque lorsqu'on fait différencier les cellules vers les cellules multiciliées, elles deviennent, orangées. Le mCherry, apparaît orange au microscope. Alors, les cellules pluripotentes et les IPS en particulier sont des cellules qui sont normales. Et ça, c'est important de le dire parce que, bah, on fait beaucoup de biologie, y compris d'ailleurs en pharmacie, hein, sur des cellules cancéreuses, des lignées de cellules cancéreuses. Ça a l'avantage d'exister, des cellules cancéreuses du côlon pour étudier un peu le côlon, des cellules cancéreuses du sein pour étudier le sein et cetera. L'inconvénient, c'est que ce sont quand même des cellules cancéreuses, elles ne sont pas strictement normales et donc
elles ne reproduisent qu'approximativement, le tissu normal. L'avantage des lignées IPS, comme les cellules souches embryonnaires d'ailleurs, c'est d'être normal. Le karyotype, est normal, le génome est normal, ou alors s'il y a une mutation dans, le génome du patient qui a donné les cellules, hein, que c'est le cas de la dyskinésie ciliaire que je viens de vous présenter dans la diapositive précédente, eh bien dans ces cas, la lignée a juste cette mutation, mais tout le reste est normal. Mais en culture, du fait de l'oxydation de l'air, du fait de problèmes de réplication de l'ADN, vous pouvez avoir des mutations qui sont intégrées dans la cellule en cours de culture. Et si jamais cette mutation, notamment des gains de certains chromosomes, donne un avantage de survie ou de prolifération à la cellule, eh bien rapidement, cette cellule mutée prend le dessus sur les cellules normales et va complètement envahir la culture. Et à ce moment-là, c'est très décevant parce qu'on voulait un modèle le plus normal possible, qui ne soit pas cancéreux et tout d'un coup, on se retrouve avec une anomalie de type précancéreux, si on veut, hein, un gain d'un chromosome ou une mutation activatrice, d'un oncogène, par exemple et ça envahit la culture. Donc il faut savoir les détecter et vraiment en une diapo, en fait, on a mis au point, un test, on a breveté et on a même créé une, start-up, STEM Genomics, hein, avec, Saïd Assou, qui, nous permet de regarder facilement, un test rapide, si la cellule est mutée ou pas. Et là, je vous ai montré un exemple, donc on a 24 sondes. Vous avez un exemple d'une lignée qui est complètement normale. Tous les chromosomes qui sont testés, et le choix des sondes a été fait de telle sorte que c'est les sondes les plus intéressantes, sont à 2 copies. Ici, vous avez le nombre de copies. Donc vous voyez qu'on est à 2. Vous savez que chaque gène est normalement en 2 copies. Donc on regarde l'ADN, s'il est à 2 copies, là c'est le cas. Avec une petite variation, mais c'est le cas. Et si jamais il y a une anomalie, par exemple un gain dans le chromosome 20, qui est une anomalie assez fréquente, eh bien vous pouvez le voir tout de suite dans les heures qui suivent le test, puisque là on est à 3 copies. Vous voyez? Donc cette lignée-là, eh bien on a dû la jeter parce qu'elle avait elle avait, était apparue dans cette lignée une trisomie du chromosome vaincu et donc on le détecte par le test commercialisé aujourd'hui par STEM Genomics, cette start-up qu'on a montée. Et donc cette lignée, c'est juste un exemple, une fois qu'on a découvert ça, ben, on a jeté la lignée. Vous noterez que là, c'est une lignée, XX, donc dérivée d'une femme et là, c'est une lignée avec un seul chromosome X et parce que c'est dérivé d'un homme. Alors, au total, on a, dérivé alors là, c'était 7, on est aujourd'hui à plus de 7 lignées, j'ai pas fait le compte complet. On a un contrôle, une IPSN. On a un variant de cette IPSN avec, la construction FOXG1 mChéri dont je vous ai parlé. 4 lignées dérivées de patients atteints de BPCO. Un fumeur sain, alors c'est un contrôle sain, sauf qu'il est plus que sain et il est en fait, un fumeur invétéré qui n'a aucun signe de bronchite chronique. Donc en gros, il est résistant finalement au tabac. En tout cas pour ce qui est de son poumon. Donc c'est un super contrôle ça. Et ce qu'on aimerait, c'est compléter cette collection pour arriver à 4 et à ce moment-là, on aura 4 patients bronchitiques et 4 patients résistants à la bronchite chronique. Et puis la lignée de dyskinésie ciliaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà le chapitre dérivation de lignée EPS. Alors, différenciation en, IALI. Donc Peut-être une petite oui, question rapide pour cette partie. très volontiers. On a un spectateur qui nous demande quelle est la fréquence d'acquisition de telles mutations dans les cultures, Ouais. iPSC. Alors en fait, c'est assez variable parce que ça va dépendre notamment des conditions de culture. Par exemple, si vous utilisez des conditions de culture qui sont assez pratiques, mais un peu violentes, qui sont la dissociation cellulaire. Alors les IPS poussent comme une sorte d'épithélium un peu lâche, mais quand même d'épithélium, donc des cellules qui sont jointives. Et si vous utilisez des systèmes comme la trypsine ou de l'EDTA à forte concentration qui vont dissocier les cellules, et que donc lorsque vous faites un passage, parce qu'en fait les colonies, elles poussent, elles poussent, elles poussent, et à la fin elles arrivent à confluence, il faut les passer, sinon ça se différencie. Vous perdez vos IPS par différenciation. Et si vous faites le passage avec ces techniques qui vont dissocier les cellules IPS n'aiment pas ça. Et donc, elles ont tendance à mourir. Et donc, dans ces conditions-là, vous favorisez l'émergence de clones qui ont des anomalies, parce qu'il va avoir un avantage compétitif beaucoup plus grand. Et donc, la fréquence est plus importante. Alors, avec elle. Par contre, si vous êtes, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est des passages un peu plus, un peu moins agressifs, en petits
clumps, en petites boulettes de cellules et à ce moment-là, vous dérivez moins fréquemment. Donc si c'est un donc nous, on fait un contrôle tous les, 2 à 3 mois, et en fait, heu, on a quelques clones anormaux dans l'année. Donc mais c'est difficile de vraiment répondre. Si vous utilisez des techniques vraiment très agressives, il est possible qu'avec une grande fréquence, c'est-à-dire, hem, presque systématiquement, si vous attendez quelques mois, vous aurez des anomalies génétiques. Donc ça dépend beaucoup aussi de la façon dont vous les cultivez. Mais dans tous les cas, même des techniques, très respectueuses de la dissociation des cellules peuvent quand même aboutir à des anomalies. Donc il faut absolument les surveiller en culture. D'accord et pour, du coup, pour cultiver, ces cellules comme ça en petits clumps, vous avez mis au point des milieux de culture particuliers ou? Non, alors les milieux de culture qu'on utilise sont des milieux, commerciaux, suivant une recette d'ailleurs publiée par une équipe de recherche américaine, mais commerciaux, fabriqués par parce que sinon c'est en fait aussi, tout un travail, hein, de fabriquer son milieu de culture. Et puis la façon de dissocier, ce sont des là aussi, on utilise de l'EDTA, mais on va être, limité dans le temps on va limiter le temps d'exposition de façon à ce que la dissociation n'aille pas jusqu'au bout, jusqu'au single cell, jusqu'à la dissociation cellulaire unique. On arrête assez vite de façon à ce que, les cellules restent encore en grappe, de façon à essayer d'éviter d'avoir ces anomalies génétiques. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, la différenciation en IALI. Donc l'objectif, c'est de faire de la bronche. Donc comment est-ce qu'on va d'une cellule pluripotente, hein, l'équivalent de l'embryon à la fin de la première semaine du développement, hein, lorsqu'on est encore au stade de fécondation in vitro, hein, finalement, tout ce qu'on sait faire encore in vitro pour la première semaine, jusqu'aux bronches, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, la meilleure recette, c'est de mimer le développement embryonnaire normal, in vitro. Et c'est pour ça que je vous ai mis, cette frise ici. Vous voyez qu'on va passer des IPS jusqu'à des progéniteurs de poumons, lung progenitor, LP, en passant par différentes étapes qui correspondent chacune à une étape, de différenciation. Et à chaque fois, donc là, par exemple, les IPS, l'équivalent, c'est le blastocyste. Donc à chaque fois, je vais vous mettre l'équivalent du développement et des marqueurs, classiques pour reconnaître que ces cellules sont bien à l'état, qu'on est en train de revendiquer. Donc les IPS sont OCT4 positifs, SOX2 positif, NANOC positif, par exemple. Et après, on va changer les facteurs de croissance. Alors j'ai pas mis sur cette diapositive sur ce diaporama, j'ai pas mis les conditions de culture. Donc là, par exemple, on va activer la voie Wnt par un inhibiteur de la GS3 kinase, je ne l'ai pas représenté ici. Et on va pousser les cellules vers, un stade APS. Et les cellules seront MixL1 positives, brachyurie positive et OCT4 négative. On voit que la pluripotence devient négative. Et puis elles vont exprimer ces 2 marqueurs. Et donc ça correspond à la formation de la ligne primitive sur l'embryon. Ça, c'est une vue dorsale de l'embryon avec la ligne primitive, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'embryologie. Ensuite, on va changer les conditions de culture, on va, mettre de l'activine, notamment, d'autres facteurs de croissance et on obtient de l'endoderme définitif, donc DE, définitif endoderme et ça correspond à ce passage de cellules de l'ectoderme, ici en bleu, à travers la ligne primitive et qui forme la troisième couche, qui est, ça c'est le mésoderme et qui vont former cette couche qui est tout en bas en jaune, qui est l'endoderme définitif. Donc l'endoderme définitif, c'est cette couche ici et on l'obtient et on vérifie qu'on a bien ces cellules endodermes, elles sont bien CXR4 positives, SOX17 positive, FOXA2 positive. On continue et cette fois-ci, ce que nous on a constaté, c'est qu'il faut arrêter de mettre, des facteurs de croissance et on obtient des cellules qui sont, de l'endoderme, mais cette fois-ci antérieures, foregut endoderme. Heu, donc c'est-à-dire que c'est au stade suivant, lorsque l'endoderme va s'enrouler et former un tube, qui est le futur tube digestif. On peut le découper en 3 parties. La partie antérieure qui va donner thyroïde, thymus, poumon, on va y revenir, et estomac. Une partie de l'intestin moyen, qui va donner l'intestin grêle, mais également pancréas et foie. Et puis une partie, postérieure, l'intestin postérieur notamment, qui va donner le côlon. Donc on pousse la différenciation pour obtenir du foregut, donc de l'intestin antérieur. Et ensuite, toujours, sans rajouter plus de cytokines, il y a une sorte d'inertie. Cette zone ici de l'intestin
antérieure va venir s'enrichir en cellules NKX 2.1 positives et former le bourgeon d'abord trachéal qui va devenir qui va donner les bronches. Euh, et donc, ce sont des cellules qui sont NKX 2.1 positives, SOX2 positives, et on s'assure qu'elles ne soient pas AFP positif. AFP, c'est un marqueur de foie. On s'assure notamment qu'elles ne sont pas parties vers une différenciation ici d'intestin intermédiaire. Et enfin, on obtient des progéniteurs du poumon qui sont NKX 2.1 positifs. Et c'est ces progéniteurs du poumon qui vont être capables de fabriquer tout l'arbre bronchique. Donc une fois qu'on a obtenu ces progéniteurs bronchiques, alors oui, j'ai encore quand même... pardon. J'ai quand même le détail des différentes cytokines. Donc, l'activation de la voie Wnt, c'est avec l'inhibiteur de la GS3 kinase, KIR99. Et on met de l'activine, qu'on va poursuivre ici. Là, on va bloquer tout ce qui est TGF-bêta à ce stade-là. On obtient des cellules qui sont FOXA2 positives. Vous l'avez ici en immunofluorescence. Et lorsqu'on est au stade NKX 2.1, encore une fois, sans facteur supplémentaire, juste par inertie, et vous avez ici le chronométrage, hein, il faut environ une semaine, un peu plus d'une semaine pour arriver à ces cellules. On voit qu'elles sont NKX 2.1 positives, c'est ce qu'on observe ici en cytométrie de flux. On a plus de 80% de pureté, ça c'est le contrôle isotypique, vous voyez qu'elles sont négatives, et l'anticorps spécifique montre bien plus de 80% de positivité à ce marqueur fondamental dans la production de progéniteurs de poumon. Et tout ce protocole a été mis au point par NGMed également, que je vous ai présenté tout à l'heure. Une fois qu'on a ces progéniteurs de poumon, eh bien, on va les mettre en condition d'interface air liquide, ALI. Et l'ALI à partir d'IPS, on l'a appelé IALI. Donc ALI, encore une fois, je pense que je ne l'ai pas écrit, c'est I pour IPS, et ALI, c'est Air Liquid Interface. Donc de la bronche en interface air liquide. Et ça, c'est un protocole qui a été mis au point par Mathieu Faildes, qui est interne en pharmacie. Alors, comment est-ce qu'on fait? On utilise des inserts qui sont des petites, en fait, des tamis en plastique recouverts de matrice qu'on peut mettre dans un puits. Au départ, on met les progéniteurs de poumon sur ce tamis, sur cet insert. On immerge de milieu de culture. Et là, par rapport aux diapositives précédentes, on a changé la composition du milieu de culture. On utilise notamment le pneumaculte, qui est un milieu commercial, mais très puissant pour pousser vers la différenciation en épithélien bronchique. On met aussi du DAPTI qui bloque la voie Notch et qui va pousser vers les cellules multiciliées. Et très rapidement, on va baisser le niveau de liquide de culture, de milieu de culture, de façon à ce que les cellules soient à l'air. Et donc, ces cellules seront en interface air, ici, liquide en bas, ALI. Et donc, on obtient de IALI. Et donc, après, une fois que ce protocole a été mis au point, eh bien, au fur et à mesure qu'il a été mis au point, on a vérifié qu'on avait bien un épithélium bronchique à partir de ces IPS. Par exemple, on a bien des cellules à mucus qui sont fondamentales dans le fonctionnement de la bronche, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Sans mucus, on meurt parce qu'on serait complètement infecté en permanence. Et vous voyez ici en orange des cellules qui expriment MUC5AC, qui est un des composants majeurs du mucus du poumon. On l'a dosé en dot blot, vous voyez ici la production de mucus par rapport à un contrôle positif. Il y a des cellules souches de l'épithélium bronchique qui sont kératine 5 positives. Et donc ici, vous avez une immunofluorescence de nos IALI, et vous voyez bien la présence de ces cellules kératine 5 positives, donc des cellules souches, cellules basales, qui sont les cellules souches de l'épithélium bronchique. Et si on regarde les cils, eh bien, vous voyez que vous avez beaucoup de cellules qui sont tubuline 4 positives sous forme de touffes de cils. Ici, vous avez à chaque fois une cellule, une autre cellule, une autre. Chaque fois, c'est une touffe de cellules multiciliées. Donc, on a bien obtenu des forêts de cellules multiciliées à partir de nos IPS. Donc, il faut bien voir d'où on est parti. On est parti d'une prise de sang. Et quelques semaines plus tard, parce que là, pour obtenir le IALI, il faut à peu près 4 semaines, plus la différenciation initiale, donc, et plus la reprogrammation. Donc, il faut quand même au minimum 2 mois pour partir du tube de sang et pour arriver à ce résultat. Mais on a vraiment complètement transmuté le sang en épithélium bronchique. Ici, sur la droite, vous avez un merge avec les cellules
en vert kératine 5 positive, en rouge donc la tubuline et en bleu le DAPI, c'est-à-dire les noyaux de chacune des cellules. Vous voyez qu'il y a des zones où il n'y a pas de cellules ciliées et puis des zones où elles sont très abondantes. On peut regarder en microscopie électronique à transmission et on voit qu'on a bien des cellules multiciliées, c'est pas juste un cile. Vous savez que toutes nos cellules, ou la plupart, ont un cile, le cile primaire. Donc là, on a bien affaire à des cellules multiciliées, ce qui sont assez rares dans l'organisme, hein. Vous allez en avoir au niveau des bronches, au niveau, des ventricules, du cerveau. Vous en aurez aussi au niveau notamment, des trompes, utérines, mais c'est relativement limité dans l'organisme et donc on a bien des cellules multiciliées. Ici, en coupe transversale, on a le cile avec son organisation avec un doublet central et les doublets périphériques. Si on utilise du microscope électronique à balayage, on a ceci. Vous voyez de nouveau les cellules multiciliées. Voilà une cellule multiciliée avec une touffe de poils. Les cellules en dôme ici sont des cellules, de Clara, enfin, on les appelait cellules de Clara, ce sont des cellules, les club cells, qui fabriquent, notamment des sécrétoglobulines et vous avez des petits morceaux de mucus ici, donc qui correspondent à des cellules de mucus. Voilà une autre vue en microscopie électronique à balayage, toujours de nos hyali, des cellules multiciliées ici et puis ces petits, paquets ronds, c'est du mucus. Alors j'espère que ça va passer. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo? Alors, pour l'instant, on a une image fixe. Ah, ça y est, ça a l'air d'être bon. J'essaie de bon, je ne sais pas si vous allez vraiment, voir, mais ce qu'on voit, c'est, des débris cellulaires qui sont, mobilisés sous forme d'une sorte de tourbillon et donc on voit activement la le mouvement ciliaire. Donc non seulement les cellules multiciliées, mais en plus elles fonctionnent. Elles sont capables de faire bouger le liquide et donc d'emporter avec elles des débris cellulaires et on a pu quantifier le mouvement de ces cellules, de ces cils. Et donc ici, vous avez la fréquence en hertz et vous voyez qu'en moyenne, c'est 14 hertz et ça correspond exactement à la fréquence des cils d'une bronche normale adulte. Et vous voyez que parfois, dans une organisation, c'était la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, une organisation en vortex, qu'on voit bien ici par la mesure de l'orientation du battement ciliaire. Alors, j'ai encore deux vidéos, dont celle-là. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement ici. Je vais laisser un instant pour voir si ça passe. Oui, on le voit un petit peu, ouais. Et donc voilà, on a le mouvement ciliaire. Et puis la dernière vidéo, ça c'est une imagerie avec une coloration vitale, c'est-à-dire que vous avez un anticorps rouge qui va s'accrocher aux cellules, aux cils, euh, de manière sans devoir fixer les cellules. C'est-à-dire qu'on a une coloration alors que les cellules sont bien vivantes, et c'est pour ça, c'est parce qu'elles sont vivantes, qu'on a un battement ciliaire. Donc on peut faire comme ça des vidéos avec immunofluorescence, mais sur cellules vivantes. Sur ces images-là, ce que vous voyez en orange correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la protéine mCherry. Et donc ça correspond à l'expression de FOXG1. Vous voyez que c'est exprimé sous forme de clusters intenses qui sont très enrichis en cellules multiciliées qu'on peut observer sur nos IALI. Donc, ça nous a permis de prouver que notre lignée FOXG1 mCherry fonctionnait, c'est-à-dire que lorsque les cellules deviennent multiciliées, elles expriment FOXG1 et elles expriment en même temps mCherry, elles deviennent fluorescentes. Dans les perspectives, la technique, c'est par exemple de faire du tri cellulaire pour remettre en culture uniquement les cellules qui sont parties dans une voie de différenciation ciliée. Alors, quelle perspective? Eh bien, je vous l'ai dit en introduction, essayer de modéliser les dyskinésies ciliaires primitives, et notamment Geoffrey Mianet, qui est en train de faire son travail de thèse là-dessus, est parti de lignées qui étaient normales, de la lignée normale, a cassé le gène CCDC40 grâce à CRISPR, et il a obtenu des clones qui sont pathologiques et dont le cil ne bat plus. Et à l'inverse, en partant de la lignée pathologique dyskinésie ciliaire, muté CDC40 de la patiente dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a réussi à la réparer par deux approches, par CRISPR-Cas9
une approche où il a changé le cadre de lecture et comme, un des 2 allèles, c'était juste un cadre de lecture qui était modifié par une insertion d'une base, eh bien, sur, un nombre significatif de cellules, l'utilisation de CRISPR-Cas9 a remis en place, en ajoutant des mutations supplémentaires, le cadre de lecture et permet l'expression de nouveau de la protéine et donc, un battement ciliaire. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, mais les résultats qu'il a obtenus sont très encourageants. Et une autre technique qui est la recombinaison homologue, carrément là, il s'agit de réparer un des 2 allèles, en changeant la zone mutée par une zone sauvage, normale, et il a réussi également et il est en train de vérifier que, on a récupéré le battement cilié. Donc ça, ce travail est en cours, mais, tous les résultats qu'il a obtenus jusqu'à présent sont très encourageants. Et puis, Chloé Bourguignon qui est, jeune médecin biologiste qui a, terminé, enfin qui a eu son DES, de médecin biologiste il n'y a pas si longtemps et qui est en thèse de sciences, et qui est en train de faire fumer ses IALI pour justement, ce projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, essayer de reproduire la bronchite chronique in vitro. Alors non pas en reproduisant une maladie qui met souvent des années et des années à s'exprimer, mais en essayant de voir s'il n'y a pas quelques stigmates induits par la fumée qui seront partagés avec la bronchite chronique et qu'on pourrait repérer. Et si on trouve un tel biomarqueur, eh bien, c'est ce biomarqueur-là qu'on suivra pour voir s'il n'y a pas un médicament, une petite molécule capable de réverser, le biomarqueur et potentiellement de traiter la bronchite chronique. Donc voilà un peu les perspectives et là où on en est avec maintenant si, j'ai pas représenté, elle vient d'arriver dans l'équipe sur le diaporama, Amel Nasri qui est une nouvelle étudiante en thèse et qui, continue le travail de Chloé pour faire fumer, ces épithéliums et notamment en utilisant la technologie, de transcriptome single cell. Une fois qu'on les a fait fumer, on va les, dissocier les cellules et analyser le transcriptome cellule par cellule pour voir s'il n'y a pas certains types cellulaires qui sont plus altérés par le tabac que d'autres. Alors tout ça, c'est un travail vraiment d'équipe et notamment un partage avec l'équipe, de Arnaud Bourdin qui est, un PUPH en pneumologie, très dynamique et sans qui ce projet n'aurait jamais existé. Car il faut vraiment en permanence, dialoguer. Alors eux, du côté d'Arnaud Bourdin, ont mis au point tout ce qui est ALI, c'est-à-dire à partir de la biopsie bronchique, faire un épithélium bronchique. Donc ça, c'est vraiment leur routine. Nous, avec la technologie des IPS, et grâce à la collaboration, on a mis au point le IALI et on continue à travailler ensemble. Donc vous voyez que c'est un travail, collaboratif comme tout travail aujourd'hui, en sciences, hein. Ça n'existe plus le travail, solitaire dans son coin. Alors ça, c'était ma présentation et je voulais juste, pour ceux que ça intéresse, montrer un exemple de trajectoire hospitalo-universitaire, sachant évidemment qu'il y en a c'est au pluriel, hein, mais ça vous donne un exemple. Moi, j'ai fait mon externat à Nîmes, à la faculté, de médecine, Nîmes-Montpellier. Puis mon internat, bah, tout simplement parce que j'étais mieux classé à l'époque, il y avait 2 concours, nord-sud et puis aussi parce que c'est intéressant de faire son internat à Paris parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux différents. Donc, au cours de votre internat, vous n'allez pas faire tous vos stages dans un seul hôpital, vous allez tourner entre différents hôpitaux et ça, c'est quand même très enrichissant. Donc moi, j'ai fait mon internat à Paris, en hématologie clinique. Je me suis interrompu 1 an, pour faire un interchu, hématologie clinique à Montpellier et puis pour faire également un master 2 que j'ai fait à Montpellier. Donc en fait, pendant mon internat à Paris, je me suis arrêté 18 mois, pour redescendre à Montpellier, faire mon interchu, mon master. Je suis remonté à Paris, j'ai fini mon internat, mon desk d'hématologie clinique. Puis parce que j'étais très attiré par la science et à l'époque, il y a pas vraiment de double cursus, j'ai fait ma thèse de sciences après avoir eu mon diplôme de spécialité, donc sur 3 ans, à Montpellier. Moi, j'ai étudié en fait le myélome multiple et j'ai fait ce travail avec l'ancien directeur de l'unité de thérapie cellulaire et ensuite quand il a fallu, je devais aller, faire mon clinica en hématologie clinique, très logiquement après, ma spécialité et là, pour vous dire pourquoi j'ai finalement bifurqué vers la thérapie cellulaire, c'est parce que pour l'anecdote, hein, encore une fois, c'est que des cas particuliers, mais voilà, ça permet d'illustrer un cas particulier. Le chef de service de l'époque de l'hématologie clinique à Montpellier, a refusé de me libérer 2 après-midi par semaine, c'était ma demande pour pouvoir aller faire continuer de la recherche, hein, continuer à ce que j'avais fait en thèse, de continuer à le faire en laboratoire. Il a refusé ça, alors que le responsable de la thérapie cellulaire
m'a encouragé à le rejoindre en thérapie cellulaire pour pouvoir faire de la recherche. Effectivement, j'ai fait mon AHU en thérapie cellulaire et j'ai eu plus que 2 demi-journées par semaine. J'avais une bonne partie de ma semaine, qui était consacrée à la recherche et c'est tout naturellement après que j'ai été MCUPH puis PUPH en thérapie cellulaire et finalement j'ai repris la direction de l'unité de thérapie cellulaire. Entre-temps, j'ai fait, mon HDR. Vous savez que c'est le diplôme, le plus élevé, l'habilitation à diriger la recherche. Enfin, son seul intérêt, c'est d'être autorisé à encadrer des thèses de sciences. Voilà mon parcours et comment, finalement, intéressé par la recherche, j'ai bifurqué progressivement de la clinique vers la thérapie cellulaire. Et aujourd'hui encore, j'ai à la fois une activité hospitalière, je dirige donc un département, le département d'ingénierie cellulaire et tissulaire, où on réceptionne, on contrôle, on congèle, on décongèle, on modifie, tout ce qui est cellules et tissus pour les patients de l'hôpital, greffe de moelle osseuse, greffe de site aphérèse, de cellules souches sanguines, greffe de cornée, greffe de sang placentaire. Tous ces greffons sont, manipulés, dans mon département et à côté de ça, j'anime un groupe de recherche, sur les IPS et leur différenciation en épithéliome bronchique. Voilà, et avec ça, je vous remercie de votre attention et je prendrai, volontiers toutes les questions. Super, merci beaucoup pour cette présentation, très intéressante et inspirante, je pense, pour les étudiants qui sont intéressés par cette thématique. Hem, on a quelques questions. Une première question, c'est, un étudiant qui se demande s'il serait envisageable de, réintégrer les progéniteurs que vous développez dans des biopsies de patients ou de témoins pour voir un peu comment ils évoluent en fonction des environnements dans lesquels ils sont cultivés. Alors ça, c'est la question de la thérapie cellulaire. Heu, à moyen, long terme, je rêve de faire de la thérapie cellulaire des pathologies pulmonaires chroniques pour essayer de réparer les poumons endommagés. Mais ça pose plein de questions. Alors il y a quand même des données, notamment chez la souris, comme quoi ça serait peut-être envisageable, hein. Il y a eu des expériences où, des progéniteurs pulmonaires, alors embryonnaires, enfin fœtaux, si vous voulez, avaient été injectés à des souris et contribuaient à la c'était intégré dans l'arbre bronchique. Ça ne veut pas dire pour autant que ça répare, mais il y a encore un grand travail, notamment, comme souvent en recherche, on ne pourra pas passer chez l'homme directement et notamment on ne pourra pas se poser la question si on injecte des progeniteurs pulmonaires là qu'on a obtenus, les lung progenitors, hein, LP que je vous ai montré tout à l'heure, si on les injecte à un être humain, est-ce que ça va bien s'intégrer et cetera? Il faudra d'abord passer par un modèle préclinique, un modèle animal. C'est indispensable pour voir si c'est efficace, si ça s'intègre, voire même si ça répare, ça veut dire qu'il faudra non seulement un modèle animal, mais en plus un modèle animal pathologique. Il faudra «abîmer» entre parenthèses, entre guillemets, pardon, le l'arbre bronchique et voir si on arrive à le réparer. Et puis aussi vérifier sur le modèle animal si on n'est pas toxique. Parce que si jamais on est toxique, on ferait courir un risque qu'on alors évidemment, avant de passer à l'homme, on n'est jamais sûr, à la fois de l'efficacité ni du risque. Mais ce qu'il faut, c'est minimiser ce risque, cette prise de risque chez l'homme et donc les modèles animaux sont vraiment une étape indispensable, avant de passer le pas. Alors quel est le bon modèle? Bon, vous avez le modèle, je vous ai cité tout à l'heure de souris, avec toutes les limites dont je vous ai parlé, mais pour l'intégration, peut-être ça peut être l'intégration des cellules dans le tissu pulmonaire, ça pourrait être intéressant. Après, pour vraiment, voir si on répare, je pense qu'il faudra passer à des modèles de gros animal et peut-être le plus adapté, le plus facile, c'est le porc. Il a quand même un arbre bronchique qui est proche de celui de l'être humain et c'est des modèles assez fréquents, notamment très utilisés par les chirurgiens et les anesthésistes. Donc il y a souvent des animaleries de porcs, à visée recherche. Il y en a une, notamment à Nîmes d'ailleurs, mais il y en a une autre aussi à Montpellier. Il y a les modèles aussi, de primates non humains, notamment le singe rhésus, mais c'est très onéreux, éthiquement questionnable. Je dis on peut éviter de passer par cette case, je préférerais et ce n'est qu'après qu'on peut envisager un essai clinique. Donc, la thérapie cellulaire chez l'être humain, c'est pas avant, 5 à 10 ans et après, pour la dyskinésie ciliaire, je suis un petit peu long, mais je veux quand même aller jusqu'au bout. Pour la thérapeutique, il est possible qu'on n'ait pas besoin de thérapie cellulaire, mais tout simplement de thérapie génique et qu'il suffit d'instiller un vecteur qui exprime le gène réparé,
enfin notamment CRISPR-Cas9 et de réparer comme ça, directement les cellules, dans l'arbre bronchique. Mais ça pose, un certain nombre de problèmes, notamment l'accès. Il faut que ce qu'on injecte aille jusqu'au bout. Or le poumon, vous l'avez compris, fait tout pour empêcher, ne serait-ce enfin même les plus petites particules d'arriver au bout, au niveau des bronchioles, hein. Grâce au mucus, justement, tout reste collé. Donc même si on avait une approche de thérapie génique, malheureusement, le risque, c'est que tout reste collé. Donc là, il y a encore beaucoup de progrès à faire et donc, dans les 10 prochaines années, c'est vraiment ce à quoi on va s'intéresser, la thérapie cellulaire et la thérapie génique, grâce à nos modèles. D'accord, et du coup pour accéder, jusqu'aux bronchioles, c'est compliqué de développer des aérosols qui permettent Alors, d'aller jusqu'au bout? il y a des approches par aérosol, et notamment une start-up, à Nîmes qui a une approche, donc il faudra qu'on regarde ça. Une alternative, et qui est, privilégiée par, Arnaud Bourdin, c'est l'inondation. En fait, d'aller dans une, bronche ou une bronche lobaire et de l'inonder d'un liquide dans lequel il y aurait plein de particules virales ou voire des cellules, réparées. Ça parce qu'on peut imaginer donc de prendre le sang du patient, de faire des IPS, de réparer ces IPS et d'injecter donc dans un liquide, des progéniteurs pulmonaires et d'inonder une bronche ou une bronche lobaire, et de le faire bronche par bronche pour évidemment pas inonder un poumon complet parce qu'on est sur des patients qui pourraient pas supporter, de perdre, momentanément, l'usage d'un poumon complet ou même de la moitié d'un poumon. Mais voilà, il y a pas que l'aérosol, il y a peut-être aussi le liquide, hein, l'inondation, locale. D'accord, et je reviens sur les modèles animaux. Est-ce qu'on sait faire des IPS chez le porc ou chez la Alors, souris? c'est une excellente question. Alors chez la souris, oui, c'est des même chez la souris que ça a commencé, donc ça, il y a aucun souci. Mais chez la souris, je pense que le plus simple, ce serait d'utiliser les cellules humaines en utilisant des souris qui sont immunodéprimées. Donc ça permet de voir déjà le bon après sous réserve qu'elles s'intègrent, hein, mais l'innocuité, de nos cellules, éventuellement un semblant d'efficacité dans un modèle, un peu éloigné mais de souris. Hem, Par contre, chez le porc, l'idéal, ce serait effectivement, comme vous le suggérez, un modèle autologue ou en tout cas allogénique et non pas xénogénique, hein. Xénogénique, c'est des cellules humaines dans l'animal. Chez le porc, il faudrait une immunosuppression, pas très facile à mettre en œuvre et donc par exemple, pour débuter ce projet, on aimerait bien faire une thérapie, même idéalement autologue chez le porc. C'est-à-dire on prend les cellules du porc, on en fait des IPS et on fait des progéniteurs de poumons et on va voir si on arrive à les intégrer. Et donc il y a des publications qui montrent qu'on peut faire des IPS de porc, mais il faut se méfier, tout n'est pas forcément reproductible. Donc là, je suis en train de me rapprocher d'équipes, qui peuvent me répondre à cette question. J'ai pas une réponse formelle. Dans la littérature, c'est sûr, on peut faire des IPS de porc, mais est-ce que c'est vraiment faisable, réellement? Ça reste encore à prouver. D'accord. On a, un spectateur qui est venu nous rejoindre pour poser sa question directement, donc je vais lui laisser la parole, Lounis. Est-ce que tu Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Ouais. Ouais, parfait. Bonjour, merci à vous d'abord, professeur, pour cette présentation qui était très intéressante, autant sur le fond scientifique que sur la forme, du laboratoire et de l'intégration des internes et du cursus MD-PhD en application. Moi, je suis en thèse, dite précoce, à Paris et je travaille sur des cellules, souches embryonnaires de souris et je fais du CRISPR et de l'épigénétique. Mais donc je connais pas grand-chose sur les IPS, mais ça m'intéresse beaucoup et j'avais deux trois questions, plus techniques, sur, la dernière partie de votre présentation, Ouais. qui était, qui est, à quel point la conversion des cellules, des cellules du sang jusqu'en progéniteur, pulmonaire était efficace, à quel point le protocole marchait à tous les coups. Et une fois que les LP étaient produites, est-ce qu'on pouvait, comme les cellules souches habituelles, les congeler, les garder à -80, les réutiliser plus tard, ou parce que je suppose que leur temps de vie en culture est assez limité. Merci beaucoup. Ouais, alors l'efficacité de la reprogrammation très bonne. En fait, avec les kits, Sendai maintenant, qui sont des kits commerciaux d'ailleurs, hein, on a eu 100 de succès. Donc pour le moment, on n'a pas eu d'échec et y compris alors on a eu des difficultés pour les patients BPCO et après
pour essayer de comprendre, on a trouvé dans la littérature que, le sang, les cellules sanguines CD34 des patients BPCO étaient souvent inférieures à la normale. Sans doute qu'il y a une sénescence globale chez, les patients atteints de BPCO, que ça touche et ça c'est bien connu, hein, que ça ne touche pas que le poumon et par exemple, des bronchiteux chroniques, sévères, vous verrez qu'ils ont, des traits très marqués. Par exemple, le sillon nasopharyngien que vous avez autour du nez là, très, très marqué parce qu'il y a aussi un vieillissement accéléré de la peau, et d'autres organes. Il y a aussi une comorbidité très bien connue, cardiovasculaire qui va au-delà des effets du tabac pur. Donc un effet systémique qu'on retrouve dans le sang et donc les premières reprogrammations n'avaient pas marché, mais il a suffi de modifier certains paramètres dont la durée avant de faire la reprogrammation. Vous savez, on prend le sang, on met les facteurs de croissance et on attend avant de reprogrammer parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de cellules en cycle pour que la reprogrammation fonctionne. La reprogrammation a besoin du cycle cellulaire pour fonctionner, pour qu'en fait la chromatine s'ouvre et cetera. Et pour les, patients atteints de BPCO, il faut juste attendre, plus longtemps. Mais après une fois qu'on a mis ça au point, eh bien pour 100 des patients, on a eu, un succès. Donc, vraiment une très, très bonne efficacité. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que ce qui est finalement devenu difficile, c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut reprogrammer, mais ensuite il faut amplifier, congeler les cellules pour s'assurer qu'on ne va pas perdre la lignée qu'on a faite, qualifier cette lignée, alors le test génétique pour être sûr qu'elle est normale, mais également vérifier qu'elle est pluripotente avec, de l'immunofluorescence, si possible un corps embryoïde ou des tératomes. Il y a tout ça à faire et ça représente quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail, et donc vous ne pouvez pas multiplier ça, par exemple faire 30 lignées, quoi. Si vous Pour un laboratoire, là, on s'approche de la dizaine de lignées, c'est déjà très difficile à maintenir. Par contre, les IPS se congèlent très bien, hein, comme les cellules souches embryonnaires, ça se congèle très bien. Est-ce qu'on peut alors pour la seconde question, congeler des progéniteurs de poumons? Pour le moment, il y a eu un test rapide, ça n'avait pas fonctionné, mais on ne peut pas dire qu'on a vraiment testé ça jusqu'au bout, et c'est une excellente question. Et un des axes qu'on aimerait développer, c'est l'amplification au stade de progéniteur du poumon. Et il y a une littérature qui montre que les cellules souches pulmonaires, les cellules basales, on peut les amplifier par une double inhibition de SMAD, des voies BMP et TGF, et on pourrait appliquer ça au stade de progéniteur du poumon et peut-être les amplifier, voire les congeler. Mais ça reste encore des hypothèses, mais c'est une très bonne remarque. Merci. Est-ce que tu avais d'autres questions, Louis? Les questions qui m'ont précédé sur les applications de thérapie cellulaire étaient celles auxquelles je pensais, donc c'est bon pour moi, merci. Ok, bah, peut-être une petite dernière question avant de conclure. On a une étudiante qui se demande comment est-ce que vous testez la fonctionnalité des cellules différenciées. Pour le moment, nous, on s'est concentré surtout sur la sécrétion de mucus, donc ce que je vous ai montré, la structure des cellules ciliées et surtout, le battement ciliaire, hein, y compris documenté avec la fréquence du battement, son orientation et ça, c'est un travail, j'ai peut-être pas suffisamment insisté avec des physiciens qui ont la microscopie très haute fréquence qui est nécessaire pour pouvoir faire les vidéos qui nous permettent de quantifier le battement ciliaire et sa direction. C'est pas avec une vidéo classique qu'on pourrait avoir ce calcul-là. Et puis, ils ont vraiment les logiciels qui permettent de faire cette analyse. Donc là aussi, multidisciplinaire. On ne peut pas faire ce travail seul quand on est dans son coin. Il faut des collaborations. Et donc là, un aspect de collaboration avec les biophysiciens. D'accord. Et peut-être pour revenir très vite sur la première partie et sur l'instabilité génomique des cellules souches, est-ce qu'on a une idée euh, des conséquences que ça peut avoir sur des papiers qui n'auraient pas justement vérifié cette instabilité génomique? Est-ce que c'est Ouais, vraiment crucial comme phénomène? c'est une très, très bonne question. En fait, par exemple, la lignée que vous avez vue tout à l'heure, on s'est aperçu de sa positivité après avoir fait quelques protocoles de différenciation et ça n'a pas gêné la différenciation. Donc en tout cas, le gain de la zone vaincue
que je vous ai indiquées tout à l'heure, ne gênent pas la différenciation pulmonaire. Ça ne veut pas dire que ça ne gênerait pas d'autres différenciations, mais en tout cas celle-là, ça ne la gêne pas. Moi, ce qui me gêne le plus, donc il n'est pas sûr que ça gêne de manière radicale. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que, par exemple, si vous faites des tests et actuellement, une des applications des IPS, c'est de tester des médicaments pour leur toxicité. Par exemple, vous savez que les médicaments ont facilement une toxicité hépatique, ou cardiaque. Et par exemple, juste pour me concentrer sur le cardiaque, il y a une société, néerlandaise qui va faire du muscle myocardique à partir de cellules souches embryonnaires et d'IPS pour les vendre à des industriels pour qu'ils viennent tester leurs médicaments pour voir s'il n'y a pas une toxicité cardiaque. Parce qu'évidemment, si un médicament a une toxicité cardiaque, on peut le mettre à la poubelle tout de suite. Il ne faut même pas passer plus loin à des essais cliniques, ce serait dangereux. Et même ce test est à mettre en amont du passage chez l'animal, puisque ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent et les animaux, si en fait on peut très bien repérer avant qu'il y a une toxicité rédhibitoire pour un médicament. Mais maintenant, si cette lignée que vous utilisez pour faire ce test a ce gain, il est possible, surtout qu'en fait, pour le vaincu, on sait que ça touche une zone où il y a le gène anti-apoptotique BCL2, non pas BCL2, BCLXL. Et donc, en ayant 3 copies de ce gène BCLXL, on diminue la sensibilité à l'apoptose. Et donc, si maintenant votre modèle pour évaluer la toxicité d'un médicament est altéré et notamment à 3 copies de BCLXL, eh bien, on peut penser que vous n'allez pas bien mesurer la toxicité et éventuellement fausser vos résultats avec toutes les conséquences éventuelles sur une potentielle toxicité chez le patient lorsqu'il y aura un essai clinique. Donc, on ne peut pas dire que ces anomalies génétiques soient un problème universel pour toutes les différenciations, mais selon les situations, ça pourra fausser votre modèle. Et clairement, on ne peut pas faire l'impasse. Si vous voulez faire le claim que vos cellules sont normales, sont un bon reflet de la normalité, eh bien, vous devez vous assurer qu'elles le soient. D'accord. Et voilà, ce sera vraiment la dernière question qui vient d'arriver sur le chat. Est-ce que, y a-t-il d'autres phénomènes qui seraient possibles de modéliser avec les YALI que vous avez présentés, notamment des phénomènes liés au vieillissement? Alors, encore une fois, avec les IPS, vous voulez dire, ou Alors, la personne parlait des YALI que vous avez de présentés. l'IALI? Ouais, Oui, ben, en fait, je pense qu'avec l'IALI, alors, on est encore en train de complètement le caractériser, heu, mais avec l'IALI, en théorie, vous pouvez modéliser toutes les maladies génétiques, donc c'est déjà considérable. Heu et par exemple, si vous avez une maladie génétique relativement rare, ben, par exemple, vous n'allez pas pouvoir biopsier les patients, parce qu'autant, bon, la bronchite chronique, c'est assez fréquent, donc chaque fois que vous faites une endoscopie bronchique, vous pouvez faire quelques biopsies supplémentaires pour la recherche. Mais si c'est une pathologie, génétique rare, vous ne pourrez pas parce que vous ne pouvez pas les biopsier régulièrement, donc vous serez très limité. Donc vraiment des avantages considérables pour toutes les pathologies génétiques. Pour les cribles, on en a parlé. Et pour ce qui est du vieillissement, c'est clair qu'on rajeunit les tissus. Ce qu'on pourra regarder, notamment, c'est dans quelle mesure l'exposition à la fumée accélère le vieillissement naturel, des épithéliums. Donc par exemple, on pourra mesurer la longueur des télomères, on pourra mesurer la modification de l'épigénome. Vous savez qu'au cours du vieillissement, l'épigénome change, et donc ça, c'est effectivement des mesures qu'on pourra faire après exposition à la fumée. d'accord. Merci monsieur De Vos d'avoir présenté vos travaux aujourd'hui. Merci à tous les spectateurs qui ont regardé cette présentation. Et puis, du coup, on vous donne rendez-vous demain pour la prochaine conférence de notre congrès. Ce sera à 15 heures et on recevra le professeur Guillaume Messier qui nous parlera de ses travaux sur les génomiques des tumeurs endocrines. Merci à tous et puis bon après-midi. Et merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir.